Abidjan, capitale ce vendredi de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Une réunion sur la quiétude dans l'espace UEMOA s'est ouverte aujourd'hui. Elle était présidée par Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Il est âgé d'une vingtaine d'années. Ange François Barry Battesti, l'un des membres et conducteurs du véhicule ayant convoyé les armes lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam, a été appréhendé hier par la police ivoirienne. Depuis son interpellation, il est en train d'être interrogé par les services de sécurité. Plus que 4 jours avant l'ouverture du Discope Abidjan, la deuxième édition de ce marché africain de contenu audiovisuel et multiplateformes réunira producteurs, distributeurs, chaînes de télé, acheteurs ou vendeurs. Plus de 1000 participants sont attendus. Les grandes attractions de ces Discope ont été dévoilées lors du lancement de l'événement. Et puis, à l'étranger, cette visite historique de Barack Obama à Hiroshima, 71 ans après le feu nucléaire qui a décimé la ville, le président américain a déposé une couronne de fleurs au mémorial de la paix et a appelé à un monde de paix sans armes nucléaires. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Abidjan, ce vendredi, est la capitale de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Une réunion sur la quiétude dans l'espace UEMOA s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne. Elle était présidée par Alassane Ouattara, président de la République des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Un autre chef d'État a pris également part à la rencontre, Macky Sall du Sénégal, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier sécurité et paix. La réunion d'Abidjan devrait aboutir à l'adoption de mesures plus ambitieuses face au terrorisme. Jérôme Kofi Aboula. Pour un espace UEMOA plus sécurisé et en paix, une préoccupation au centre de la réunion ministérielle des pays membres de l'Union ce vendredi à Abidjan. Réunion présidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le chef de l'État ivoirien, avec à ses côtés son homologue sénégalais Macky Sall, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier sécurité et paix dans l'espace UEMOA. 3 allocutions pour marquer les travaux. D'abord, celle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, des bases de données numériques fiables font partie des éléments qui peuvent permettre de déjouer facilement des actions terroristes. La menace terroriste est donc devenue une réalité dans notre région. Avec des fausses pièces d'identité, les terroristes ont traversé nos frontières et se sont fondus dans la population pour agir. Si nous disposions de bases de données numérisées et partagées, nous serions plus à même de prévenir les attaques terroristes et d'assurer la protection de nos peuples et d'assurer la stabilité de notre région. Pour le président sénégalais Macky Sall, l'anticipation et l'échange d'informations constituent également des moyens efficaces. Notre combat n'est pas seulement d'ordre militaire et sécuritaire. Il réside aussi et surtout dans l'anticipation, dans la prévention et l'échange d'informations. Nous devons analyser les menaces réelles qui pèsent sur notre union et envisager de nouvelles formes de lutte qui privilégient une action collective de nos forces de défense et de sécurité, dont les missions doivent s'adapter à la nature et à la complexité des risques qui sont devenus plus que jamais transfrontaliers. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, il indique que la réponse aux actes terroristes passe par des priorités comme, par exemple, la création d'un centre régional antiterroriste. Un certain nombre d'actions me semblent prioritaires. Tout d'abord, renforcer la capacité de contrôle et d'identification. Envisager la multiplication de patrouilles conjointes dans les zones frontalières et y engager des actions régulières de police pour éviter leur sanctuarisation par les différents groupes. Installer un contrôle plus rigoureux des flux inter-États de passagers par voie terrestre entre nos pays,
sans bien évidemment remettre en cause la libre circulation des personnes et des biens. Envisager le financement communautaire d'appareils et d'outils pour l'établissement de documents de voyage sécurisés par chacun des États de notre Union. Et initier la création d'un centre régional de coordination antiterroriste, harmoniser les procédures judiciaires dans la lutte antiterroriste en nous appuyant sur des normes communes dans tous nos pays de pôles judiciaires spécialisés sur tout le spectre de la lutte antiterroriste, que ce soit les enquêtes, les instructions, les poursuites, les jugements et la détention. Envisager à court terme l'élaboration d'un mandat d'arrêt communautaire pour les auteurs d'actes terroristes et bien évidemment accélérer la transposition des différents instruments internationaux dans nos législations nationales. Cette réunion d'Abidjan, en vue des stratégies pour la promotion et la consolidation de la sécurité et la paix dans l'espace UEMOA, intervient à quelques jours d'une autre rencontre tout aussi importante. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prévue le 5 juin prochain à Dakar, la capitale sénégalaise. D'autres images de cette réunion sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, elle a pris fin cet après-midi. La rencontre a permis au ministre en charge de la sécurité de l'espace UEMOA de formuler des recommandations en prélude à la prochaine session extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA qui se tiendra le 5 juin prochain à Dakar au Sénégal. Voici un extrait de la déclaration qui a sanctionné la rencontre. Adoption par la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui se tiendra à Dakar le 5 juin 2016 d'un projet de déclaration et d'un projet de plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. La déclaration traduit d'une part la vision partagée des États membres de l'Union face aux défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de l'espace communautaire, en particulier le terrorisme, le banditisme transfrontalier, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, et formule d'autre part leur engagement solennel d'y faire face solidairement. Le plan d'action énonce 15 mesures pour renforcer la coopération des États membres de l'Union dans le domaine sécuritaire et 18 mesures pour promouvoir et consolider les actions de développement et d'approfondissement du processus d'intégration. La réunion a mis l'accent sur la nécessité d'une mise en œuvre rapide des mesures contenues dans le plan d'action et recommandé à cet effet l'opérationnalisation de la délégation générale à la paix et à la sécurité avec un statut et des moyens adéquats. Et après avoir participé aux travaux de ce sommet de l'UEMOA sur la paix et la sécurité, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a quitté Abidjan pour Dakar. La semaine prochaine, c'est lui qui accueillera la session extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA qui se tiendra précisément le 5 juin dans la capitale sénégalaise. Hier, les nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA ont prêté serment devant le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel d'Abidjan. Retour sur les temps forts avec Viviane Haïm. Au terme du mandat de la précédente Cour, 8 nouveaux magistrats font leur entrée à la Cour de justice de l'UEMOA. Organe de contrôle, elle joue un rôle important pour le bon fonctionnement de l'organisation économique et monétaire sous-régionale. Ces 8 magistrats sont mandatés par leurs États respectifs au sein de l'Union, soit au total 8 États. Ces nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA devaient, selon la procédure, prêter serment devant le président de la conférence des chefs d'État de l'Union, en l'occurrence le président de la République Alassane Ouattara, qui pour la circonstance était aussi le maître de séance. Mesdames et messieurs les membres de la Cour de justice de l'UEMOA, veuillez vous tenir debout. La main droite levée et lire la formule du serment. Je jure solennellement
d'exercer mes fonctions de membre de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations. Après sa prestation de serment, la nouvelle Cour de justice de l'UEMOA a été installée officiellement. Cette juridiction, qui exercera en toute indépendance, est présidée par Mme Touré Joséphine Suzanne, épouse Eba, et est composée de juges, d'un avocat général et d'un greffier en chef. Le président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA leur a adressé ses félicitations, tout en leur rappelant l'importance de la mission dont ils sont désormais investis. Je voudrais, au nom de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au nom de notre espace communautaire et à mon nom propre, vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. Je vous félicite pour la bonne tenue de cette audience de prestation de serment et surtout pour avoir été choisi par les chefs d'État des 8 pays membres de l'UEMOA pour siéger dans cette haute juridiction. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué 2 organes de contrôle, à savoir la Cour des comptes, chargée de rendre plus transparente la gestion financière de l'Union, et la Cour de justice, dont la mission est d'assurer le respect du droit relativement à l'interprétation et à l'application du traité de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs les juges, en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, vous serez appelés à juger des justiciables personnes privées ordinaires, mais également des organes de l'Union et même des États membres. Je vous engage donc à appréhender votre mission avec la plus grande responsabilité. Je vous exhorte à toujours garder à l'esprit le serment que vous venez de prêter et à exercer vos fonctions avec loyauté, discrétion et conscience. Je voudrais vous assurer du soutien de tous les États dans l'accomplissement de votre mission et vous témoigner toute notre confiance. Désormais installée, la Cour de justice de l'UEMOA tiendra sa première audience à son siège à Ouagadougou. Le Premier ministre a présidé hier les journées promotionnelles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, un événement qui vise à mieux faire connaître au grand public le dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, comme nous le montre Abou Sanogo. Pendant 3 jours, l'enseignement technique et la formation professionnelle s'ouvrent au public à travers des journées promotionnelles. Des journées qui visent à assurer la promotion et la valorisation des métiers. En plus, elles doivent faire découvrir le savoir-faire des formateurs et apprenants et permettre de présenter au grand public tous les dispositifs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces journées, selon le ministre Paul Kofi Kofi, se tiennent en partenariat avec le secteur privé. La vision de notre département est de faire en sorte que chaque Ivoirien ait à choisir ce temps d'enseignement dans les mêmes conditions, dans le cadre de l'école pour tous, en fonction de ses potentialités. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait donc adopter une loi l'année dernière de faire en sorte que tout Ivoirien de 6 à 16 ans puisse fréquenter l'école. Tout Ivoirien qui ne pourrait pas non plus entrer dans le cycle général puisse apprendre un métier et se trouver une insertion professionnelle dans le futur. Ces journées se sont ouvertes en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au lycée technique de Cocody sur le thème « Formation professionnelle et technique, quelle contribution pour une économie émergente ?» Face au diagnostic présenté par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, il se dégage la nécessité de prendre en charge, me semble-t-il, les principaux défis suivants. La planification du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la régulation des flux de sortie du système éducatif et l'absorption des stocks en même temps que l'adéquation formation-emploi, et d'amorcer des réformes qui permettent d'avoir un ordre d'enseignement accessible à tous
et intégrant pertinemment le programme de l'école obligatoire pour tous. Ces journées seront marquées par la tenue de plusieurs conférences et panels autour des thématiques sur la problématique de la formation professionnelle et l'adéquation formation-emploi. À cela s'ajoute l'exposition des réalisations et des productions des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est âgé d'une vingtaine d'années, Ange-François Barry Battesti, l'un des membres et conducteurs du véhicule ayant convoyé les armes lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam, a été appréhendé hier par la police ivoirienne. Depuis son interpellation, le jeune homme est en train d'être interrogé par les services de sécurité. On en sait un peu plus avec Sylvie Touré. Jeudi 26 mai, début d'après-midi, des éléments de la police nationale débarquent à Koumassi. Ils sortent de son refuge Barry Battesti. Ce jeune homme de 24 ans serait le conducteur du 4x4 ayant servi à l'attaque de Grand Bassam le 13 mars dernier. Il aurait convoyé une partie des terroristes et des armes dissimulées dans un réservoir du Mali vers la Côte d'Ivoire. Son arrestation a permis d'établir un lien entre l'attaque de Ouagadougou et celle de Grand Bassam. Barry Battesti aurait quitté Bamako le 11 novembre 2015, destination la Côte d'Ivoire, précisément la ville de Dabou. Après cette escale, cap sur Ouagadougou le 9 janvier. Une semaine plus tard, le splendide hôtel et la terrasse du café Cappuccino explosent dans la capitale burkinabé. Son véhicule regagne la base de Bamako pour ensuite retourner en Côte d'Ivoire et être remis à Kunta Dala le 28 février. La suite, on la connaît. 2 semaines plus tard, le commando mitraille la plage de Grand Bassam et tue 19 personnes. L'arrestation de Barry Battesti fait suite à celle d'Ibrahim Ould Mohamed et Midi Aga Sodak Diko le 27 mars dernier, de grosses prises qui devraient conduire vers Kunta Dala, présumé cerveau de l'attaque de Grand Bassam. D'autres précisions sur cette arrestation du conducteur de l'un des véhicules du commando terroriste de Bassam et sur l'évolution de l'enquête en général avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Écoutons Ahmed Bakayoko. Celui qui a été arrêté hier, il se nomme Ange-François Barry Battesti. Je ne peux pas en dire plus pour le moment et nous allons pouvoir, dans les jours qui viennent, donner plus d'éléments d'information. En Côte d'Ivoire, on a à peu près une vingtaine de suspects arrêtés. C'est des personnes qui ont eu un lien avec l'attentat ou avec des personnes directement liées à l'attentat. Nous avons progressé. Les sources humaines que nous avons pu exploiter et croiser avec des sources techniques ont permis de donner des résultats qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une idée de l'envergure de ce qu'on appelle le réseau social de tous ces commanditaires. Pour les instigateurs d'attentats d'ici et d'ailleurs, 5 auteurs du double attentat qui avait fait 76 morts à Kampala en Ouganda en 2010 ont été condamnés aujourd'hui à la prison à vie après avoir été jugés coupables de terrorisme pour ce qui fut la première action d'envergure en dehors de leurs frontières des Chebabs somaliens affiliés à Al-Qaïda. 2 autres accusés ont été condamnés à des peines de 50 ans de prison. Souvenez-vous, le 11 juillet 2010, en pleine retransmission de la finale de la Coupe du Monde de football entre les Pays-Bas et l'Espagne, des engins explosifs avaient ravagé un bar et un restaurant de la capitale ougandaise, faisant, en plus des morts, des dizaines de blessés. Et c'est peut-être la voie à suivre pour éviter d'avoir des aspirants au terrorisme, corriger et ensuite réintégrer dans la vie active les délinquants. L'expérience vient en tout cas d'être mise en marche après plusieurs mois de prise en charge psychosociale et une formation au métier de la mécanique, de la couture et de la menuiserie. Des ex-délinquants mineurs ont reçu hier des kits pour leur réinsertion dans la société. Ce processus de resocialisation a été entamé par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Et c'est la cellule de coordination de suivi et de réinsertion qui achève l'initiative. La cérémonie de remise de kits de réinsertion et d'attestation de fin de formation aux ex-délinquants mineurs a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu est signé Michel Digré. Ils ont désormais leur destin entre leurs mains avec de nouveaux outils qui pourront changer la trajectoire de leur vie. Machine à coudre pour certains, kit de mécanique auto pour d'autres. Après une prise en charge psychosociale à Dabou, la soixantaine d'ex-délinquants mineurs vient d'achever des formations dans plusieurs secteurs d'activité au centre technique de Beaunois.
Le gouvernement, à travers la cellule de coordination de suivi et de réinsertion, donne ainsi une nouvelle chance à ces enfants. L'objectif était de créer pour ces enfants un environnement protégé où ils pourraient être encadrés et où du personnel spécialisé pourrait apporter une assistance afin qu'ils tournent le dos à la violence, la drogue, à l'abus de l'alcool. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité livre les enjeux de ce processus de resocialisation. Les forces de sécurité feront leur travail pour sécuriser les populations. Mais après, vous voulez les mettre en prison pour les radicaliser dans le grand banditisme? Non. Notre devoir, c'est de leur donner une chance de nouvelle vie. Nous n'aurons pas le droit d'appeler des êtres comme cela, des enfants, en plus nos enfants, de cette façon. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir pas entendu ici des noms comme microbes, etc. Et le ministre Ahmed Bakayoko de mettre les bénéficiaires du projet face à leurs responsabilités. Chaque jeune, chaque enfant, ce que je veux vous dire à vous-même directement, yeux dans les yeux. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais rien n'est perdu pour vous. Il suffit que chacun de vous prenne au sérieux cette nouvelle chance, cette opportunité que vous avez de transformer vos vies. Et c'est possible. Un appel a par ailleurs été lancé aux parents des bénéficiaires. Dieu vous a redonné vos enfants. Vous aussi, il faut bien les tenir. Il faut les accompagner. Il faut les aider. Il ne faut pas les laisser. On sait que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas de votre faute. Mais vous devez, comme eux aussi, vous engager. Les 63 ex-délinquants mineurs seront mis à la disposition de maîtres artisans pour des stages de longue durée. Le gouvernement s'est engagé à financer leur installation à la fin du processus. Intéressons-nous maintenant à l'actualité parlementaire marquée ce soir par l'adoption du projet de loi relatif à la transhumance et au déplacement du bétail. Il a été défendu hier par le ministre des Ressources animales, Kobena Nkwasi Adjumani, devant la Commission des affaires économiques et financières. Le projet vise à trouver une solution au conflit entre éleveurs et agriculteurs et à formaliser le secteur agro-pastoral. Salimatou Dia, Sylvie Touré. Mars 2016, des affrontements intercommunautaires font une trentaine de morts à Bouna. Entre autres causes, la transhumance et le déplacement du bétail. Ces conflits éleveurs-agriculteurs se recensent également dans plusieurs localités du pays. Des conflits très souvent meurtriers auxquels il faut trouver une solution définitive. Un projet de loi est donc proposé ce jeudi face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Nkwasi Adjumani explique le bien fondé de ce projet. Après échange et débat sur la question, le projet est adopté par les 22 députés présents sur les 43 qui composent la commission. Pour le ministre, il s'agit d'une avancée majeure. C'est important parce que ça va être l'occasion pour la Côte d'Ivoire de disposer d'un outil précieux qui va nous permettre de réglementer l'élevage en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y avait des textes qui existaient, mais avec cette nouvelle loi, nous allons pouvoir désormais trouver des voies et moyens pour permettre à la transhumance de s'effectuer en tenant compte des exigences de cette loi. Le projet prévoit également l'indemnisation des victimes et l'établissement d'un calendrier agropastoral pour chaque région. Cette adoption en commission ouvre la voie au vote des députés de l'hémicycle prévu pour le 1er juin prochain. Troisième grand titre de ce 20h, plus que 4 jours avant l'ouverture du Discope Abidjan, la deuxième édition de ce marché africain de contenu audiovisuel et multiplateformes réunira producteurs, distributeurs, chaînes de télé, acheteurs ou vendeurs. Plus de 1000 participants sont attendus. Les grandes attractions de ce Discope ont été dévoilées lors du lancement de l'événement. Christelle Menant. Imaginez un marché ouvert de près de 300 millions de personnes. C'est l'état d'esprit de plus d'1 millier de participants déjà enregistrés pour Discope Abidjan. Ils sont producteurs,
diffuseurs, distributeurs, mais aussi acteurs, réalisateurs, animateurs télé. Bref, les catalyseurs d'une industrie audiovisuelle en pleine effervescence et qui aura Abidjan pour point de chute du 31 mai au 2 juin 2016. Discope Abidjan, 2e édition, c'est parti. C'est autour du thème de la place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique. La Côte d'Ivoire a envie de prendre sa place vraiment dans le domaine, dans le secteur de l'audiovisuel, parce que nous avons beaucoup de talent en termes de création, de contenu audiovisuel. Nous avons tout chez nous pour pouvoir effectivement être vraiment ce grand marché que nous souhaitons de l'audiovisuel. En 2015, la valeur des transactions rien que dans la distribution de contenu audiovisuel en Afrique francophone s'élevait à 80 milliards de francs CFA. 90% de ces transactions provenaient du Discope. Un intérêt financier certain, cause, mais aussi effet de la croissance du nombre de participants au Discope Abidjan. De 618 en 2015 à plus de 1000 participants en 2016. C'est pour une 2e édition une progression de plus de 80%. D'avoir en tant qu'organisateur 1000 personnes qui viennent pour cette seconde édition, en sachant qu'effectivement à Johannesburg, il y en a un peu plus de 2000, ce sont d'excellents chiffres. Notre objectif, encore une fois, est effectivement de permettre à ce qu'il y ait une éclosion de tous ces talents, les moyens qu'il faut pour que ces talents puissent s'exprimer et le faire pas forcément en suivant des modèles établis. Mais... Focus sur le neuf. Un clin d'œil aux nouveaux médias, au nouveau format. Discope Abidjan, 2e édition, réserve des nouveautés, un sommet de la télévision et sa première édition de Meet Your Stars. Les détails à découvrir sur place. Seuls sont concernés évidemment ceux qui sont dans l'audiovisuel, mais on aimerait que ce marché de plus en plus aussi puisse être approprié par les populations. De Johannesburg en novembre à Abidjan en mai, le marché Discope se positionne comme le pont d'interaction entre les industries audiovisuelles anglophones et francophones, et Abidjan comme la capitale de l'espace audiovisuel francophone. Avant-hier, 25 mai, a été célébré le 53e anniversaire de l'Union africaine. À l'occasion, le bureau de liaison de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, a organisé une table ronde pour discuter de l'agenda 2063 qui retrace les aspirations du continent dans les 50 années à venir. La cérémonie de commémoration a eu lieu au ministère de tutelle en présence du médiateur de la République et du corps diplomatique, nous dit Salimatou Dia et Christelle Mena. 25 mai 1963, 33 chefs d'État africains sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie. Point de la rencontre, la création d'une organisation panafricaine, l'OUA, pour répondre aux aspirations du continent. 53 ans après, devenue Union africaine, l'institution panafricaine se remémore en cette journée du 25 mai, dédiée à l'Afrique. Le bureau de liaison de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a tenu une table ronde pour échanger sur les progrès continus que doivent réaliser les peuples africains. Nous devons nous poser certaines questions cruciales, légitimes et difficiles, alors que nous nous apprêtons à réaliser la vision de l'Union africaine pour une Afrique intégrée, prospère et paisible, dirigée par ses propres citoyens et s'exprimant d'une voix forte sur la scène internationale. Un agenda qui planifie et oriente le continent sur les stratégies de développement pour les 50 années à venir, et ce dans différents domaines d'activité. La Côte d'Ivoire, partenaire de la cérémonie, dit s'inscrire également dans la vision d'une Afrique prospère. La Côte d'Ivoire, consciente de l'importance de l'agenda 2063 pour l'Afrique et pour chacun des États qui la composent, contribuera pleinement à sa mise en œuvre par des propositions concrètes dans les domaines spécifiques de compétences qui constituent ses atouts et pour lesquels le processus de validation gouvernementale est en cours. L'agenda 2063 prend également en compte les aspirations de la jeunesse bâtisseuse de l'avenir, également invitée à dégager des pistes de réflexion sur la mise en œuvre de ce programme. Un programme ambitieux de transformation socio-économique du continent africain pour un développement durable. En France, alors que la contestation contre la réforme du Code du travail est restée forte partout, hier, François Hollande s'est dit prêt à aller jusqu'au bout sur le projet de loi
Face à l'inflexibilité du gouvernement, les syndicats appellent à amplifier les mobilisations. Toujours à l'étranger, cette visite historique de Barack Obama à Hiroshima, 71 années après le feu nucléaire qui a décimé la ville, le président américain a déposé une couronne de fleurs au mémorial de la paix et a appelé à un monde de paix sans armes nucléaires. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngor.